Réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Avoir un enfant, ça ne semble plus tout à fait indispensable pour se sentir femme aujourd'hui. Et c'est vrai que de plus en plus de femmes font le choix, ou en tout cas pensent sérieusement, de ne pas passer par la case maternité pour s'accomplir. Or, ce n'est peut-être pas si simple, parce que ça fait bien 2 millénaires que être femme, c'était surtout et avant tout être mère. Être une mère. Alors longtemps, on a mal jugé les quelques femmes qui osaient ne pas vouloir d'enfants, et je vous propose qu'en compagnie de Hugues Rennes, on aborde ce fameux instinct maternel, ce désir d'enfant souvent très prégnant chez les femmes. Mais Hugues Rennes aime bien aussi faire le rapprochement entre procréation et création. D'ailleurs, le fait de mettre au monde un enfant, symboliquement, eh bien, c'est un petit peu la même chose que de créer une œuvre. On le sait d'ailleurs, après un accouchement, que ce soit un bébé ou un livre, une sculpture ou je ne sais quelle autre œuvre, il y a toujours un moment un peu compliqué, une sorte de vide qui s'empare de l'individu, que l'on soit une femme ou un homme d'ailleurs, parce que les hommes aussi peuvent créer. Alors comment donner un sens à sa vie en devenant créatrice ou créateur, puisque je propose que les hommes aussi aient le droit de prendre la parole, parce que ils peuvent être traversés par ce désir ou ce non-désir d'avoir un enfant, même si ce n'est pas eux qui procréent cet enfant. Je vous propose que vous veniez nous rejoindre pour témoigner, poser vos questions à Hugues Rennes, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Hugues Rennes. Bonjour Brigitte, très content d'aborder ce sujet avec vous. Oui, je sais, parce que justement c'est la première question que je m'apprêtais à vous poser. Pourquoi vous avez eu envie d'aborder ce sujet? Parce que c'est votre idée, c'est vous qui m'avez dit on pourrait... alors bon, moi je suis ravie de l'aborder aussi, mais dites-nous d'abord pourquoi vous aviez envie vraiment d'aborder ce sujet. Parce que d'abord, je crois que le plus souvent, justement, les femmes et les hommes, d'ailleurs aussi, vous l'avez bien fait de le signaler, oublient que dans la nature profonde de l'humain, il y a un désir de création. Et que peut-être justement la procréation est pour les femmes, en tout cas, pour l'homme sous une autre forme, mais aussi une préparation. Et que tout ne s'arrête pas justement à la procréation, mais que derrière, il y a une aventure presque plus importante, parce qu'elle est vraiment intime à l'être. C'est cette capacité de création que vous avez très bien présentée, Brigitte, dans l'introduction. Donc voilà, je voulais vraiment qu'il y ait une continuité pour celles qui ont procréé avec la création, et pour celles qui ont choisi de passer directement à la création, comprendre que c'est finalement une des plus grandes dimensions humaines, qu'on soit homme ou femme, parce que c'est inscrit au fond de la biologie. On pourra revenir là-dessus, parce que justement, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, mais les nouvelles approches psychologiques, elles développent ça maintenant. Que ce soit l'approche humaniste de Carl Rogers, que ce soit les approches qu'on appelle centrées solutions, ou l'IFS, Internal Family System, il y a maintenant cette dimension de création de l'être, quel que soit son niveau social, économique, quelle que soit son origine, quelle que soit une condition dans laquelle il est. Allez-y, donnez-nous un petit peu plus de précision. Je suis sûre que ça passionne ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'on a besoin de laisser quelque chose derrière soi. On a besoin, durant sa vie présente, on sait par exemple que les hommes politiques aiment bien qu'il y ait un monument ou une place ou quelque chose qui porte leur nom. C'est de ça dont vous parlez, ou c'est vraiment le fait de créer dans l'immédiateté de sa vie? Non, c'est pas tout à fait ça, parce que là, ce désir de création, il est porté plus par l'ego, par le besoin de reconnaissance, alors que participer à la vie, ça demande beaucoup d'humilité, et ça, ce n'est pas se mettre en avant, justement, mais c'est participer à retrouver en soi cette partie créatrice qui a été, j'allais dire, un petit peu malmenée par le contexte familial, le contexte sociétal, le contexte historique, et que en fait, c'est notre vraie nature. Dans la nature humaine, moi je me suis beaucoup intéressé à la vie intra-utérine et à la naissance, bien sûr. Et quand l'enfant arrive sur Terre, il arrive avec cette puissance de création, mais une grande méconnaissance des conditions de la vie sur Terre. Et le psychisme est censé adapter ça. Et en fait, les différentes blessures qui ont eu lieu vont petit à petit le faire se rétracter dans cette dimension-là et oublier que c'est ça qui était le moteur de sa vie. On retrouve beaucoup ça dans les explorations des profondeurs du psychisme, cette volonté de participer à la vie. Et donc c'est plutôt de ça dont je parle.
D'accord, donc je comprends mieux. Donc c'est cet élan vital que l'on voit d'ailleurs au printemps dans la nature, qui est à l'origine donc de la naissance chez tout être humain et qui doit donc être nourri, si je puis dire, par quelque chose de concret dans sa vie. Oui, c'est ça. Si vous voulez, je crois que on sait bien actuellement que l'homme est en mouvement et n'est pas fini. Il y a qu'à regarder le monde extérieur pour voir tout ce qu'il a créé, l'homme, pour se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui sont pas très matures. Et donc, chaque être humain arrive avec une pièce du puzzle de la construction de l'homme dans sa globalité, dans sa totalité. Et c'est l'ensemble de ces parties créatrices de chacun de nous qui est capable de construire le monde nouveau qu'on attend. Et donc, c'est vraiment des pièces de puzzle de chacun de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi. D'accord. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'infertilité. Vous avez reçu énormément de femmes qui sont venues vous voir parce que justement, elles n'arrivaient pas à procréer. Quel serait le bilan que vous faites ? Qu'est-ce qui a permis à ces femmes d'accepter de renoncer à être mères ? Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Qu'est-ce qu'elles ont compris ? Alors, ça a été un peu compliqué parce que justement, quand une femme ou un couple a vraiment un désir d'enfant, il est tellement obnubilé par ça. C'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais il a comme des œillères, tellement ce désir est puissant et je le comprends, je n'ai aucune critique avec ça. Mais du coup, c'est difficile de leur faire ouvrir le regard sur plus large. Mais quand on y arrive et justement et qu'on leur propose d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, au fond de leur cœur, au fond de leur nature profonde, on s'aperçoit quelquefois que ce désir d'enfant, il était plutôt sociétal, il était familial, mais il n'appartenait pas toujours à la profondeur de l'être. Et quand elles n'arrivent pas à avoir d'enfants et qu'on arrive à les diriger vers cette partie qui est vraiment elle-même, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe et qui se voit dans l'être, dans sa puissance de capacité à inventer. J'ai le souvenir comme ça d'une femme qui était venue en infertilité et qui avait un peu des difficultés, on va dire, et qui tout d'un coup m'avait dit, mais en fait, non, moi, c'est pas avoir un enfant, c'est s'occuper d'une cause. Vous voyez, il y avait en elle quelque chose de très puissant qui s'était réveillé à ce moment-là. Et qui avait été bridée d'ailleurs par la famille, parce qu'elle était d'origine italienne, et dans sa famille, il fallait faire des enfants, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte. Il fallait faire des enfants. Bien sûr. Et est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a un instinct maternel ou pas, ou c'est une invention de la société, ou est-ce que ça existe réellement chez des femmes ? Je pense que cet instinct maternel, c'est un terme très général et qui cache différentes acceptations et différentes approches. Donc, je suis un peu gêné pour répondre à la question comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est naturel dans le fait de procréer, de s'occuper de son petit, comme dans la nature masculine, il y a quelque chose aussi qui participe plus ou moins en fonction du monde, dans le monde animal, mais chez l'humain à ça. Mais il y a quelque chose qui est à construire quand même quand l'enfant arrive. C'est pas cet instinct, il est un peu mis à mal ou bien il est un peu bridé par d'autres instincts qui sont très puissants aussi et qui sont de qualité. J'entends pas des instincts négatifs, mais il faut arriver à faire un ensemble cohérent de tout ça et c'est pas très facile. Eh bien, puisque c'est pas très facile, on vous garde jusqu'à 16h, Hugues, et on va répondre dans un instant à Naïla qui déjà nous a appelé et on lui donne la parole. Vous avez envie de réagir 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hugues est avec nous, spécialiste des traitements de l'infertilité. Nous abordons le thème de procréer ou de créer sa vie avec Naïla qui nous rejoint. Bonjour Naïla, merci de prendre la parole. Oui, bonjour, merci à vous de me la donner. Écoutez, oui, moi, ce que j'ai entendu effectivement me parle énormément, dans le sens où quand j'étais jeune, j'avais très envie d'avoir des enfants. Et puis, ça n'a pas été aussi simple que ça quand j'étais en couple. Donc c'est vrai qu'avec le temps, je me suis reposé la question qui, selon moi, en tout cas, pas beaucoup de monde se repose cette question de savoir pourquoi réellement je souhaite avoir un enfant. Et je me suis quand même aperçue que c'était très la culture, très mon éducation, en fin de compte, qui faisait que j'avais envie d'avoir des enfants, mais de moi-même, c'était pas si évident que ça. Donc c'est vrai que je me suis remise en question
et que je me dis aujourd'hui que si je trouve la bonne personne, ok, pourquoi pas, mais sinon c'est pas grave. Et du coup j'ai vraiment refait ma vie différemment. J'ai décidé vraiment de réaliser tous mes rêves, de créer des nouveaux projets, etc. Et du coup je vois vraiment les choses différemment. Donc c'est un peu, je me suis un peu retrouvée dans ce que Hugues disait tout à l'heure par rapport au fait qu'en fait c'est vraiment une création de projet. Oui. Est-ce que, alors vous avez quel âge d'abord, Naïla ? J'ai 40 ans. D'accord, donc vous avez plus trop le temps sur le plan biologique en tout cas. Mais est-ce que la manière dont la société aujourd'hui parle de ce désir d'enfant, on entend de plus en plus de femmes qui considèrent que c'est pas. Est-ce que ça vous aide dans ce choix ? Ça n'a pas réellement totalement été un choix non plus, mais est-ce que ça vous aide ? Oui, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, je trouve que c'est moins culpabilisant qu'auparavant. Auparavant, quand on disait qu'on avait 40 ans et qu'on n'avait pas d'enfant, tout de suite les gens on les disaient « Oh là là, t'as des problèmes physiques, est-ce que tu ne peux pas ?» Tout de suite, c'est on a un souci physique et du coup on ne peut pas en avoir. Oui, on est très égoïste. Hein. Il y avait aussi Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont plus ouverts là-dessus, je trouve. Il y a beaucoup plus de femmes, effectivement, qui assument de dire qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants pour plein de raisons et qui assument complètement. Et je trouve que du coup, ça fait quand même bouger les choses et changer un petit peu les états d'esprit là-dessus. En tout cas, pour moi, c'est moins culpabilisant et j'assume beaucoup plus de dire simplement, j'ai pas d'enfant, si j'en ai tant mieux, sinon c'est pas très grave. Et c'est comme ça et c'est très bien. Il y a des gens effectivement qui ont du mal à l'accepter, qui ont du mal à l'imaginer, mais c'est vrai que par exemple, pour vous donner un exemple, autour de moi, toutes mes copines, je leur ai posé la question de savoir concrètement pourquoi elles voulaient avoir des enfants. Et je me suis aperçue que cette question, en fait, elle se le posait jamais. Elles se sont, je pense, jamais posées, réellement. Honnêtement, d'essayer de trouver les raisons et pas de se dire oui, je suis une femme, j'ai besoin d'avoir des enfants, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est assez, moi ça m'avait assez étonnée. Oui, mais c'est intéressant, Naïla, parce qu'on voit bien, et Hugues, je vous donne la parole dans un instant, on voit bien comment, dès qu'on est un petit peu en dehors de la norme, on est obligé de se justifier. Quand on est dans la norme, on n'a pas besoin de réfléchir sur ses motivations, ses désirs, puisque de toute façon c'est la norme. Et c'est vrai que la norme sur le fait d'avoir un enfant, pour l'instant, c'est toujours évidemment, en tant que femme, d'avoir des enfants. Hugues, je vous laisse réagir. Oui, moi j'adore ce que dit Naïla là-dessus parce que en effet, pendant tout mon parcours dans l'infertilité, j'ai toujours essayé de dire aux femmes de se poser la question du désir d'enfant, aux couples de se poser la question du désir d'enfant. Et en effet, je partage complètement ce point de vue Naïla, c'est que non, on la pose pas. Or, c'est extrêmement important de se la poser pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ce désir d'enfant, il est gommé par la société, par tout un tas de raisons, d'intentions qui sont pas forcément les bonnes et qui ne touchent pas le cœur de l'être, le cœur du désir de cette femme. Et du coup, ça pose aussi un problème par rapport à l'éducation, parce que du coup, cet enfant va être porteur de valeurs qui sont subconscientes et qui quelquefois ne vont pas dans le sens de son propre épanouissement. Je veux dire par là, en caricaturant, on peut parler des enfants médicaments qui viennent soutenir un couple qui flageole, etc. Bon, c'est caricatural, mais il y a d'autres choses un peu plus légères. Mais on fait porter à l'enfant un poids par ce désir qui n'est pas conscientisé, qu'il n'aurait pas apporté normalement. Et en effet, moi j'aime bien ce que vous avez dit toutes les deux tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on peut enfin se poser la question, sans être montré du doigt, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant ou pas ? Et ce que j'aime beaucoup dans son témoignage, Naïla, c'est qu'elle dit, voilà, moi j'ai eu un peu des difficultés et je me suis posé la question. Et je dis bravo, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années dans mon cabinet, de dire au couple, puisque vous avez des difficultés, posez-vous la question. On avait beaucoup travaillé avec une psychanalyste freudienne sur le désir d'enfant et sur comment essayer de faire avancer cette question. Et donc, que derrière ça, on se dise, mais finalement, non, moi c'est pas vraiment un enfant que je veux, voilà. Et on va dire derrière, ce qui nous appartient à nous dans ce désir, et c'est ça qui va conduire à cette partie créatrice inscrite dans l'essentiel de la nature humaine, homme ou femme, qui est inscrit et qui est le programme avec lequel on est arrivé sur Terre d'ailleurs. On est arrivé pour évoluer en conscience et en création, ce qui est la même chose d'ailleurs en fait.
Ouais. Naïla, à partir du moment où vous avez donc accepté le fait de pas avoir d'enfant, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que vous avez chez vous, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Écoutez, c'est une très bonne question. Je pense que d'une certaine façon, je me suis libérée parce que je pense que personnellement, je me mettais la pression. Avec les années qui passaient, forcément, à me dire, oh là là, t'as 38 ans, t'as pas d'enfant, oh là là, t'as 39 ans, t'as pas d'enfant. Je me mettais une pression folle à partir du moment où j'ai vraiment lâché prise en me disant, mais en fait, voilà, si t'as des enfants, ça sera bien, sinon c'est pas grave, t'as tellement d'autres choses dans ta vie qui sont riches que ça ira très bien. Et puis, du coup, je me suis vraiment enlevé une pression de la liberté et de l'indépendance et le côté... en fait, je peux faire tellement plein de choses autres, réaliser tous mes rêves, tout ce que j'avais comme projet, effectivement. Oui, je pense qu'il y a un gros aussi de la culpabilité, certainement, qui a sauté grâce à ça. C'est intéressant parce qu'on entend bien ce lâcher prise que vous avez pu faire et je crois que c'est valable pas simplement sur ce désir d'enfant qu'on n'arrive pas à réaliser, c'est valable pour tout désir qu'on n'arrive pas à réaliser. Tant qu'on reste focalisé sur ce désir qu'on veut absolument réaliser, on passe finalement à côté de tous les autres désirs que peut nous apporter la vie. Vous êtes, j'imagine, assez d'accord avec ça, Hugues? Ouais, j'aurais bien aimé utiliser les mêmes mots. J'y tournais pile en phase. Oui, ce lâcher prise, il est absolument capital. C'est-à-dire que ne pas lâcher prise, c'est faire déni de la réalité, en fait. Et quand on est dans le déni de la réalité, on peut pas trouver de solution. Et c'est une espèce de focalisation du regard dans une direction qui fait qu'on ne voit plus autour. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce témoignage de Naïla, c'est que justement, son regard s'est agrandi. On le sent dans ce qu'elle dit. Tout d'un coup, son regard a regardé le monde et a regardé où ça résonne avec le monde. Et c'est ça, la piste, en fait. C'est ça. Oui, complètement. Et je reviens sur le mot que vous aviez employé tout à l'heure, sur le mot obsédé. Je m'y retrouve bien également. Je m'y retrouvais plutôt bien auparavant. Et c'est vrai que quand on est obsédé par ça, on pense qu'à ça. Je pense que du coup, en plus, ça complique plus les choses qu'autre chose pour clair, avoir un enfant et pouvoir le faire correctement. Mais je pense que après c'est compliqué dans ces cas-là de prendre du recul, je le conçois, et je pense que tant qu'on n'a pas vécu soit un événement un peu traumatique ou un déclic qui fait qu'on puisse prendre du recul, c'est quand même compliqué. C'est de toute façon compliqué de renoncer à un désir, même si c'est pas le nôtre, même si c'est un désir à cause de croyances, à cause de notre société ou de notre famille. C'est de toute façon toujours difficile. Et c'est pour ça qu'il y a les thérapeutes comme Hugues Rennes qui existent. D'ailleurs, je précise que vous pouvez aller retrouver Hugues Rennes sur son blog huguesrennes.com. Naïla, merci beaucoup et bravo à vous. Et je crois que vous êtes comme moi, vous adorez les animaux qui sont un peu vos bébés. Je vous embrasse, Naïla. Merci de ce témoignage. Merci à vous. Au revoir. On fait une petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant au 0826 300 300 avec vos témoignages, bien sûr. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons le désir ou le non-désir d'enfant en compagnie de Hugues Rennes qui a longtemps travaillé sur les questions d'infertilité et que vous pouvez retrouver sur son blog huguesrennes.com. Laurence également, vous n'avez pas eu d'enfant et aujourd'hui vous savez que ce ne sera plus possible, mais vous en avez fait le deuil, je crois. Bonjour Laurence. Oui, tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Donc bonjour. Effectivement, j'ai fait le deuil. Il y a eu tout un parcours puisque j'ai rencontré plusieurs partenaires et ils ne voulaient pas d'enfants ou alors c'était pas des partenaires qui étaient vraiment fiables pour devenir papa, je dirais. Donc heureusement. Et après, quand j'ai rencontré une personne qui aurait pu effectivement et qui aurait voulu avec moi construire ce projet, c'est vu possible puisque j'étais ménopausée, voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai eu effectivement beaucoup de douleurs, je ressentais ça viscéralement, etc. Et donc je me disais mais je vais en crever, je vais jamais réussir à passer ce cap. Et jusqu'au jour où ça peut faire sourire, mais en fait il y a eu un déclic. Voilà. Alors moi le déclic
ça a été la musique. Oui. Et pourtant, je ne suis pas musicienne, mais mon compagnon jouait la sonate Clair de Lune de Beethoven, la sonate 14, et que d'ailleurs Beethoven avait que j'aimais beaucoup. Et je disais à mon compagnon, voilà, mais c'est grave, il faut que tu appuies sur les graves. Et pourtant, je suis pas musicienne. Et lui, il joue depuis qu'il a 14 ans. Et moi, je connais rien à la musique. Bon, sauf que je fais partie maintenant d'une chorale, mais j'aime le chant, mais je connais pas le solfège. Et donc, je dis, mais là, c'est grave, il faut que tu appuies vraiment. Je me permettais de donner des conseils. Et appuie sur les graves, et ça me plaisait comme il y avait cette tonalité, voilà. Et donc je me suis renseignée et Beethoven a composé cette sonate pour une comtesse, Giulietta Guicciardi, qu'il ne pouvait pas épouser parce que les parents à cette époque s'y opposaient. Et donc Beethoven, dépité, aurait composé cette sonate comme une marche funèbre pour marquer son dépit et le deuil de ce projet avorté. Et donc pour moi ça a été fou parce que je me suis dit mais franchement j'adore cette musique, je me la répète en boucle, enfin je demande même à mon compagnon de la jouer et ça correspond pile poil. Enfin, c'était comme une synchronicité, comme un truc un peu bizarre, mais en fin de compte ça m'a fait comme un déclic. Voilà, ça m'a fait comme un déclic. Et puis après, petit à petit... Vous voulez dire que c'est cette musique, ce moment-là, qui vous a libéré de votre frustration, quoi, en quelque sorte. Oui. Alors, en plus, je suis croyante. Et en plus, je me suis reportée, chemin faisant, je dirais, avec la guerre en Ukraine, sur d'autres choses. Et je me suis... reporter non plus focalisée sur mon nombril, mais je suis avec une association franco-ukrainienne sur Marseille qui est très 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 impliquée dans l'aide à l'Ukraine, et tout ça m'a ouvert un nouveau monde, voilà, et une joie de faire pour les autres, voilà, et ça correspond bien à ce que je cherchais aussi, cet amour que je cherchais à donner à un enfant ou à être co-créatrice, voilà. Ben en fait, on peut le vivre autrement, différemment. Et pour moi, vous voulez dire. Oui, vous voulez dire. Alors d'abord, je voulais vous féliciter parce que au moins vous aviez la notion qu'un projet d'enfant, ça se fait pas toute seule. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose que je voulais dire parce qu'en ce moment on entend un petit peu trop de femmes qui partent sur ce projet toutes seules. Ensuite, je crois que ça veut dire que au fond vous avez compris que avoir un enfant, avoir envie d'avoir un enfant, c'est avoir envie aussi de donner de l'amour, et qu'au fond donner de l'amour au sens large du terme, on peut le faire d'autres manières. Ukraine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laurence pour ce beau témoignage? Moi, je trouve assez extraordinaire que Beethoven ait écrit pour Laurence, d'abord, parce que quand même, si ça l'a touché à travers le temps, non, mais je plaisante à peine, hein, parce que si ça vous a touché à travers le temps, c'est qu'il y avait quelque chose qui était destiné à plus loin que juste cette femme que vous avez citée, et qui était destiné à d'autres humains. Et que cette chose qui est artistique, qui est de la création, bien évidemment, hein, vous est ouvert sur votre propre création, je trouve ça très chouette. Et comme on le disait tout à l'heure, ça vous a ouvert le regard, et tout d'un coup, dans ce regard qui s'ouvre, vous voyez une partie du monde qui souffre dans cette guerre avec l'Ukraine, et votre cœur de mère, je peux dire, de femme, d'amour, se dirige et va aider cette douleur sur Terre. Et c'est ça la création. C'est être touché par quelque chose sur Terre et venir amener sa participation à un endroit où le monde souffre. Et c'est vraiment dans ce sens la direction. Donc je trouve ça assez extraordinaire, votre témoignage, pour être bien franc. C'est exactement ça, c'est exactement ça, et c'est ce que je demande aussi à travers mes prières, que je demandais aussi d'être utile, d'avoir un sens dans cette vie, voilà, et voilà, de plus en plus, je suis portée vers ça. Et voilà, et j'espère, je ne sais pas où ça me mènera, mais là, peut-être. Oui, mais vous savez, vous connaissez certainement cette phrase que je dis assez souvent. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Exactement. Et puis il y a une phrase d'un ami ukrainien qui dit que on ne vit qu'une seule fois, mais pour l'éternité. Et donc je trouve ça sublime parce que moi je suis croyante et ça donne toute une dimension, une portée à ce qu'on peut faire sur Terre.
Voilà. Oui, mais c'est intéressant parce que, vous voyez, on a parlé de l'ego tout à l'heure en introduisant le sujet et évidemment, j'avais fait réagir Ugraine, mais je m'en doutais un petit peu. Et on entend bien dans votre témoignage, vous parlez d'amour et vous parlez pas d'ego, quoi. Et c'est peut-être ce qui est souvent gênant chez les gens qui ont des enfants. Et encore une fois, c'est un magnifique projet. Je ne suis absolument pas contre le fait de faire des enfants, qu'on ne se méprenne pas. Il faut faire attention aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce qu'une phrase peut être vite mal interprétée. Mais souvent, il y a une sorte comme ça de démarche égotique, comme si leurs enfants étaient le nombril du monde, quoi. Et alors non, je crois que ce qui est important avant tout, c'est de se sentir humain. Et vous l'exprimez tellement bien, Laurence. Oui, je crois que c'est vraiment ça, le sens de la vie. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, on est là pour arriver à se réaliser dans l'amour. Exactement. Ugraine, je vous laisse réagir. Oui, je me disais en vous entendant que nos œuvres, depuis le centre de l'être, donc depuis le soi profond, depuis ce que nous sommes en vérité, est désintéressé de soi et intéressé par l'autre. Et en ce sens, c'est en ce sens que finalement, on dépose quelque chose à travers ce soi profond, à travers cet être essentiel que nous sommes sur Terre, et on ne tient pas à mettre sa signature en bas, si vous voulez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait d'avoir déposé quelque chose, d'abord c'est immortel, ce qu'on dépose en amour est immortel, nous dépasse, et il n'y a pas besoin de mettre sa signature. Ça fait partie du grand plan de la vie, du grand mouvement de la vie, c'est comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, Brigitte. Oui, c'est exactement ça. Merci. Merci à vous, Laurence. Merci de ce témoignage. Et puis, on va continuer éventuellement. Vous avez le droit de réagir, hein, bien sûr, si vous avez eu des enfants et puis que peut-être vous avez envie de montrer aussi à quel point ça vous a permis de créer. Hein. N'hésitez pas à prendre la parole sur Sud Radio. Pour l'instant, c'est Pierre qui va répondre à 3 questions intimes et puis qui ensuite pourra en poser une à Ugraine. Bonjour Pierre. Bonjour aussi, bonjour Rudy. Alors, première question, puisqu'on parle aujourd'hui de ce désir ou non-désir d'enfant, est-ce que vous aviez un instinct paternel, Pierre ? Oui, parce que dès que je me suis marié, on a tout de suite eu nos enfants. Et aujourd'hui, moi, j'aime les enfants. Voilà. Tout le monde, enfin j'espère que tout le monde aime les enfants, enfin au sens large du terme. Hein. Oui, mais c'était un désir partagé, donc vous étiez tous les deux dans ce désir-là, et c'était donc une rencontre avec le même projet, hein, c'est ça ? Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai 46 ans, je me suis séparé de ma première compagne, mais avec ma compagne actuelle, si on ne pouvait pas en avoir, je pense qu'on passerait par une adoption. Pour pouvoir continuer à transmettre tout ça, en fait. Tous les joies de la paternité, de la maternité, de manière différente. D'accord. Et alors, deuxième question, est-ce que pour vous, c'est important d'avoir des sentiments pour avoir une relation sexuelle ? Alors pour moi c'est important, oui, parce que je pense que c'est plus intense, plus profond, et moi je suis pas trop sur le fait d'avoir le coup d'un soir. Je préfère avoir quelque chose de partagé et de plus intense. Alors, troisième question, est-ce que vous avez toujours été fidèle ? Vous avez le droit de prendre un joker, hein, si votre femme écoute. Non, je prends pas de joker. Une fois, j'ai été voir ailleurs. Mais voilà, c'était... D'accord. Mais ça arrive, voilà. Hein. Voilà. On va pas rentrer plus. Pour le coup. On va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez poser une question à Ugraine, il vous écoute. Alors c'est vrai, quel moment vous a plus marqué dans votre vie, dans votre vie professionnelle? Ah, professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué dans votre vie. Écoutez, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que ça peut paraître il y a un côté très douloureux dans ce que je vais dire. Je prends le premier qui me vient, hein, c'est que c'était une femme qui était venue à la maternité vers minuit et qui était enceinte très près d'accoucher, qui avait suivi un long parcours de procréation médicalement assistée et les sages-femmes m'appellent en disant voilà, on n'entend pas le cœur, est-ce que vous pouvez venir? Donc je viens, donc minuit et demi, et je mets la sonde d'échographie, je vois que l'enfant est mort, et cette femme a donc 5-6 ans d'infertilité, et je dois lui annoncer ça, et je suis bien sûr ravagé à l'intérieur parce que je ne sais pas trop comment lui annoncer ça sans que ce soit d'une grande violence.
Je fais comme je peux, mais de toute façon, la violence est là et j'entends le cri d'un animal comme j'en ai jamais entendu, qui a dû vraisemblablement réveiller toute la maternité. Et j'étais dans un état, moi, intérieur, d'être complètement démuni. Voilà, pas de psychologue à proximité, débrouille-toi, tu annonces une horreur, tu la poignardes, enfin voilà, tout ça, quoi. Et donc, dans un silence, je dis à cette femme qui tout d'un coup me dit, mais vite, enlevez-moi cet enfant, débarrassez-moi de ça, je ne veux pas garder ça. Et dans un silence où elle reprend son souffle, je lui dis uniquement la chose suivante, qui n'est pas très intelligent, mais qui vient de moi, du cœur. Je lui dis, je ne suis pas certain que ce soit bien de se précipiter. Bon, elle finit par se calmer, on lui donne des drogues pour qu'elle puisse dormir, enfin se dormir peut-être pas, mais au moins récupérer un peu. Et 2 mois après, c'est pas une patiente que je suivais moi, elle m'appelle et elle me dit qu'elle veut me voir. Alors je me dis, bon, moi je suis l'oiseau de mauvais augure, je vais passer un mauvais moment, mais bon, c'est comme ça, il faut accepter. Et elle me dit, vous savez, quand elle arrive, elle me dit, vous savez, il y a une chose qui m'a marqué, et elle me répète cette phrase. Et elle me dit, cette phrase m'a beaucoup porté. Et je me suis dit, et pourquoi c'est un souvenir important? Parce que je me suis dit, ben voilà, je suis au moment le plus démuni, où je ne sais plus quoi faire, j'essaie qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait juste donner une indication. Et cette phrase, elle rentre dans cette femme et elle fait sa route pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire de pouvoir comme ça, dans un moment aussi difficile, trouver quelque chose qui ne peut pas soigner tellement la douleur est violente, hein, mais qui au moins donne une espèce de perspective de quelque chose qui peut faire un chemin. Voilà. Voilà ce qui me vient, mais parce que j'étais pas préparé à votre question, hein, donc j'ai pas eu le temps de réfléchir. Non, mais bien sûr, mais en même temps, c'est beau parce que ça montre bien que même dans les moments les plus difficiles, parfois une phrase peut permettre de faire cheminer en effet le psychisme. Et visiblement, si elle est revenue vous voir, c'est que ça a porté ses fruits, comme on dit. Pierre, ça vous va là? Enfin, de toute façon, oui, c'est un témoignage. Ça m'a beaucoup ému. Hein. C'est ouf. Ça me pris au trip, comme on dit là. Ouais. Ouais. Mais enfin, c'est sacré témoignage. Mais Ugren est quelqu'un de particulièrement sincère dans son travail et dans la continuation de ce qu'il a envie de transmettre à tous ceux qui nous écoutent parce que c'est son côté créateur, hein, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Hein. Ugren reste avec nous bien sûr et dans un instant on va donner la parole à Claire qui justement a eu des enfants mais qui s'est aussi créée et elle a envie de réagir. On l'écoute dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Plus vous achetez en vrac, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Ugren, nous évoquons ce désir ou non-désir d'enfant et on vous invite évidemment à prendre la parole. Je rappelle que les hommes sont évidemment aussi les bienvenus au 0826 300 300. Pour l'instant, c'est Claire qui est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour Brigitte, bonjour à Hugues. Alors oui, moi je suis un peu en décalage avec le sujet puisque moi je suis une maman. Et j'étais une maman très jeune, puisque j'ai eu ma fille à 21 ans et demi. Donc, c'est pour ça que je suis en décalage avec la société actuelle, hein, puisque les enfants sont plutôt ça, tard. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et déjà, pour les femmes de ma génération, puisque j'approche la cinquantaine, c'était déjà un peu tôt. Et pourtant, je me suis aussi construite en tant que femme. Malgré que j'ai eu des enfants jeunes, alors c'est sûr, j'ai pas eu, on va dire, une pré-jeunesse comme tout le monde. Hein, je sortais pas, moi je pouponnais, mais ça m'épanouissait aussi. Et après, par la suite, j'ai pu m'épanouir aussi en tant que femme dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, et j'ai trouvé l'équilibre entre les deux, en fait. Parce que c'est ça aussi qui est difficile, des fois. C'est que être parent, c'est aussi des fois faire des choix, faire l'impasse sur certains plaisirs qu'on peut s'octroyer quand on est seul. On devient moins égoïste et c'est pas toujours évident. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, je suis avec un partenaire qui n'a pas d'enfant et qui en veut pas. Alors, j'en aurais pas fait un troisième, hein, je vous rassure. Mais on n'est pas inquiet, hein, Claire. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Non, mais bon, voilà, j'ai déjà 2
enfants de pères différents, j'aurais pas fait un troisième enfant avec encore un autre père. Voilà, ça c'est un autre sujet. Mais voilà quoi, on peut se construire aussi avec des enfants. Et mon premier enfant, ça a été un accident très très tôt. Bon, on était mariés, donc pas de sujet. Le deuxième enfant, par contre, j'ai vraiment ressenti ce désir parce que c'est un enfant que j'ai failli faire partir. Je suis allée au planning familial, j'avais un premier rendez-vous parce que je savais que le partenaire avec qui je faisais cet enfant n'était pas fiable. Mais malgré tout, le désir a été plus fort que tout et mon fils, il est à 21 ans aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Donc je suis à la fois partagée par ce désir d'enfant, partagée par la vie de femme et par cette place de mère. Donc si je comprends bien, Claire, les deux enfants finalement sont arrivés un petit peu, quand je dis par accident, hein, c'est pas et donc vous avez pris le temps de réfléchir et à chaque fois vous avez eu le désir de les garder. Donc il y a quand même aussi eu une réflexion. Alors, ma première, ça a été vraiment un accident, mais on s'est même pas posé la question. Oui, bien sûr. Voilà. Par contre, le deuxième, au départ, il y avait un désir d'enfant. Et puis je tombais pas enceinte. Et puis je suis tombée enceinte. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Parce que il y avait ce désir, mais il y avait ce côté, je sais avec qui je le fais et ça va pas le fonctionner, quoi. Voilà. Je sentais que le père de mon fils, c'était pas la personne fiable avec qui je pouvais avoir un deuxième enfant. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je le fais toute seule quelque part ? C'est ce que j'ai fait finalement, puisque j'ai le désir. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose par rapport à. Non, je comprends. Parce que vous étiez avec quelqu'un, vous êtes enceinte, c'est pas. Vous voyez, c'est pas un désir dès le départ de faire un enfant toute seule et de. Enfin, je sais pas, Hugues Rennes, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Vous êtes plus, c'est vous le spécialiste justement sur le désir d'enfant des femmes. Bon, après, je pense que quand même vous êtes assez spécialiste aussi de la question. Mais bon, oui, je pense qu'en effet, c'est pas du tout pareil parce que dans un cas, il y a une réalité, c'est que vous êtes en couple. Après, ce couple, il est ce qu'il est, et que vous vous adaptez à cette réalité en réfléchissant, et ça, c'est parfait. Après, c'est pas la même chose que décider de faire un enfant seul avec des désirs qui sont mal élaborés ou pas élaborés du tout, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première partie de l'émission. C'est pas du tout la même configuration pour moi. C'est-à-dire que vous faites avec ce qui est. Et vous choisissez dans ce qui est la moins mauvaise solution pour vous, celle qui vous correspond. Donc, je suis bien d'accord avec Brigitte, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, moi, dans ce que j'entends de ce que vous dites, Claire, c'est que la procréation vous a préparé, c'est-à-dire vous a préparé à la création. Et c'est ce que je pense, c'est-à-dire que par exemple, il y a un apprentissage que vous avez, sur lequel vous êtes passé peut-être tout à l'heure un peu vite, mais que j'ai bien retenu, c'est en fait on découvre que on perd un peu son égoïsme, quoi. Je ne suis plus le centre du monde, j'ai un enfant et pendant un certain temps, alors il est le centre, il doit pas prendre toute la place, mais voilà, quand même, on est obligé de se décentrer de soi pour se centrer sur l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour la suite. C'est ce qu'on a vu avec tout à l'heure, je sais plus si c'est Laurence ou Naila, je sais plus, mais où il y a un décentrage qui se fait et qui se centre sur l'autre. Et ça, c'est justement la procréation peut apprendre ça. Tout à fait. Et en fait, je me suis recentrée sur moi-même plus tard, c'est-à-dire que quand j'ai eu, parce que je suis monoparentale à 100%, puisque mes deux enfants ont perdu leurs deux pères, donc je me suis quand même retrouvée à élever seule deux enfants, et à un moment donné, bon, évidemment, il y a cette fusion aussi qui est très présente puisque je suis seule. Mais il y a un moment aussi un besoin d'être femme, quoi, d'avoir une vie à côté, une vie sexuelle, un partenaire, une vie professionnelle. Et je pense que chaque chose a trouvé à un moment donné sa place, parce que moi j'étais prête aussi, peut-être parce que mes enfants l'étaient aussi, et que voilà, j'ai pu réaliser différentes phases. Mais c'est vrai que la petite enfance, j'étais centrée sur mes enfants, quoi. Oui, mais sincèrement, Claire, je crois quand même que les femmes qui aujourd'hui ont envie d'avoir un enfant, qui se retrouvent mères et qui sont obligées de le mettre à la crèche et qui n'ont finalement très peu de temps à s'en occuper, finalement, elles passent aussi à côté de cette joie que c'est de voir son enfant grandir, de l'élever, de le voir pousser. Enfin, c'est quand même. Je pense.
Je vais vous répondre. Aujourd'hui, j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi, puisque ma fille a quand même 28 ans. Mais ma fille ne travaille pas. Ma fille a voulu rester avec sa fille. Elle a fait le choix de se sacrifier pour sa fille, quitte à moins faire de choses financièrement, etc. Mais voilà, elle ne regrette pas. Ne regrette pas. Non, mais est-ce que c'est un sacrifice? Parce qu'au fond, c'est s'autoriser ce plaisir qui dure pas longtemps en plus, parce que ça grandit très très vite les enfants. Vous voyez, moi je suis pas, encore une fois, je suis pas pour avoir une sorte enfin je suis pas pour dire ce que les femmes doivent faire. Être femme au foyer pendant quelque temps, moi je trouve que c'est une aventure extraordinaire et parfois passer à côté, on peut le regretter. Mais avoir des enfants et louper sa carrière ou un autre désir, c'est dommage aussi. On a la chance aujourd'hui d'être la femme qu'on a envie d'être et ne rejetons pas non plus toutes ces femmes qui ont envie de s'occuper de leurs enfants ou d'avoir une carrière. Celles qui ont envie d'avoir une carrière, celles qui ont envie d'avoir des enfants et de s'en occuper H24. Mais c'est vrai que ma fille, des fois, elle croise des gens et lui disent mais comment tu fais pour rester H24 avec ta fille? Donc, mais je pense que tout le monde doit trouver son propre équilibre. Y a pas mais faut-il encore miracle. Oui, mais faut-il encore être assez lucide, ce que vous semblez vraiment être, Claire. Et je crois que le problème actuel de la société, c'est que elle nous donne des injonctions qui sont dues à la culture du moment, mais qui parfois perdent un peu les gens. Et je pense que c'est pour ça qu'Ugraine a eu envie d'aborder ce sujet. C'est totalement vrai. Le poids de la société, il est énorme. Et curieusement, il est presque pire qu'avant, alors qu'avant on avait moins de liberté. Moi, c'est ce qui me donne envie de continuer, parce que je pense que c'est vraiment important de se rendre compte à quel point on est aujourd'hui sans arrêt inondé d'injonctions de personnes qui ont leur vérité, et elles ont le droit de l'avoir, mais qui n'est pas la vérité de tout le monde, quoi. Oui. Non, mais chacun doit faire avec ce qu'il a envie, son ressenti, son cœur. Et voilà. Enfin, je pense que tout le monde peut trouver son équilibre et à chacun de le trouver, quoi. Il y en a qui vont pas vouloir d'enfants et je respecte complètement ça. C'est pas, voilà. Il y en a qui vont avoir du mal et ça va être le projet d'une vie et c'est triste. Et il y en a qui vont en avoir dès le premier accident aussi, comme moi, et avec une vie très compliquée derrière aussi. Donc chaque cas est unique et voilà. Ugraine, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, je voudrais repartir de ce que vous avez dit, Brigitte. C'est qui est un peu caricatural, mais qui est quand même très exact. C'est ces femmes ces couples qui font des enfants et puis qui les déposent le matin et qui les reprennent le soir. C'est-à-dire, il y a un choix qui n'est pas assumé là. C'est-à-dire qu'on fait le choix d'avoir un enfant. Comme c'est pas bien élaboré, c'est peut-être un peu pour faire comme tout le monde ou j'en sais rien la raison. Mais finalement, dans ce choix, il n'y a pas accepté les conséquences. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit de façon caricaturale, c'est l'enfant de produit de consommation courante. C'est-à-dire qu'on le veut bien, mais faut pas trop qu'il nous enquiquine, quoi. Alors, on n'a pas trop de temps à lui consacrer. Voilà, il est là, c'est bien, mais on n'a pas trop de temps à lui consacrer. Et ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que on peut pas dire. Moi, je peux pas dire voilà, ça c'est bien, chacun fait ses choix. Non, parce que derrière il y a un enfant et dans l'éducation de l'enfant, il y a des conséquences à cette absence et que tout le monde connaît maintenant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est passé assez vite sur des notions. C'est que il y a quelque chose dans ce qu'a dit Claire, c'est que elle a retrouvé son équilibre, et moi je trouve que c'est très enthousiasmant la façon dont elle l'a dit, et j'adhère complètement. Mais il y a quelquefois quelque chose qui est trop tourné vers l'ego, c'est ce qu'on vient de voir avec ces personnes qui veulent des enfants mais qui peuvent pas les assumer finalement. Il y a quelque chose qui est tourné vers les besoins, et ça c'est très important. Par exemple, Claire, vous avez dit, si j'ai bien retenu, moi j'avais besoin d'être aussi femme, d'avoir une vie sexuelle, une vie amoureuse, etc., en dehors de mes enfants. Et ça, c'est ce que j'appelle pas l'ego, ce sont les besoins. C'est les besoins fondamentaux qui vont nous permettre de passer à l'étape complémentaire, j'allais dire, qui n'invalide pas celle-là. C'est la partie créatrice, la partie soi profond, la partie joie, la partie élan, la partie coopération, la partie je participe à la vie du monde. Et ça ne nie absolument pas les besoins fondamentaux de l'être. Mais ça ne centre pas tout sur l'être. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Mais Eh bien, c'est très sujet. Hein. Oui, ça sera peut-être un sujet qu'on va aborder prochainement parce que c'est vrai que c'est compliqué à définir l'ego. Oui, allez-y Claire, je vous en prie. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai qu'aussi la société n'aide pas les femmes qui veulent avoir des enfants à les garder. Parce que bon, on a un congé maternité qui est très faible. Vous prenez au Canada, les femmes et les hommes ont la possibilité d'avoir un an avec un enfant entre le père et la mère. Donc c'est quand même quelque chose de super intéressant. Et nous, il faut 6 semaines. Au bout de 6 semaines, on reprend le travail, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et sinon, je suis d'accord. Voilà. Donc la société n'aide pas non plus. Je suis d'accord, Claire. Il faut en parler à nos députés. C'est eux qui font les lois. Mais je suis d'accord. C'était un petit message. Non, mais je suis sûre que beaucoup d'auditeurs sont d'accord avec vous. Merci beaucoup, Claire. Merci. On va continuer après les infos, bien sûr, Ugraine. Mais petite devinette, pourquoi les femmes se maquillent alors que les hommes mentent? C'est la réponse après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Ugraine. Ugraine, je rappelle un peu votre parcours, on comprendra mieux le sujet que nous abordons aujourd'hui. Vous avez été obstétricien, c'est-à-dire que vous avez mis au monde de nombreux enfants. Vous avez ensuite été spécialiste des traitements de l'infertilité, donc vous receviez des femmes, des couples qui avaient du mal à avoir des enfants. Et puis aujourd'hui, vous êtes conférencier et vous avez également un blog, ugraine.com, sur lequel vous essayez de transmettre votre vision du monde actuel, de tout ce qui se passe dans notre société et comment se préparer justement à ces mutations. Je crois que j'ai à peu près en 2 mots, bien sûr on peut pas résumer en 2 mots le parcours d'une vie, mais enfin bon, c'est à peu près. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter justement sur votre parcours, Ugraine? Ce que je fais actuellement surtout, c'est justement le sujet, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, c'est essayer pour ceux qui veulent de les remettre en connexion avec ce qu'on appelle le self, le soi profond, cette partie créatrice en nous, ce que nous sommes en vérité derrière tous les apprentissages et les douleurs qui ont eu lieu au cours de notre petite enfance, adolescence. Et donc j'ai appelé ça Enquête du soi profond, EQSP, Enquête du soi profond. Donc je développe ici ça dans des séjours régulièrement pour aider ceux que ça intéresse à retrouver cette partie qui devrait diriger toute vie humaine, puisqu'on est fait pour ça. Voilà, je rajouterais plutôt cette chose récente. Enfin récente, elle a 2-3 ans. Et c'est pour ça que donc aujourd'hui qu'on a abordé ce sujet, on peut se créer sans forcément procréer. Et on donne évidemment la parole à tous ceux qui ont envie de réagir sur Sud Radio au 0826 300 300. La réponse à ma devinette, et puis je donne ensuite la parole à Delphine. Pourquoi les femmes se maquillent alors que les hommes mentent? Une petite idée, non? Écoutez, je suis pas très fier, mais je dirais parce que les femmes savent pas mentir, mais je suis pas très sûr. Non, c'est parce que les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. Donc c'est pour ça que nous on se maquille et que vous mentez. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est assez juste en plus, je crois. C'est assez juste, oui, c'est vrai. Oui. Bonjour Delphine. C'est séduisant. Bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Bonjour. Appelez-le Hugues, il sera content. Alors, bonjour Hugues. Alors moi Brigitte, j'ai eu 3 filles. Ouais. J'ai en tant que femme, j'ai eu ma première, j'avais 20 ans, ensuite la deuxième 25 et la dernière à 34 ans. Ouais. Et ayant eu une enfant très jeune, j'ai arrêté mes études et je me suis consacrée qu'à mes enfants. Et maintenant, j'ai 52 ans et quelquefois, j'ai 3 filles, je ne suis pas encore grand-mère. Voilà, moi, j'ai toujours eu un grand regret d'avoir toujours dépendu de mon mari. Parce que j'ai beaucoup été mère au foyer où j'ai travaillé à temps partiel pour préserver le bien-être de toute ma petite famille. Donc, je gérais tout. Les enfants, la maison, le quotidien. Oui. C'est un travail à plein temps quand même, voilà. Delphine. Mais en tant que femme, j'ai toujours été un peu frustrée parce que j'ai jamais gagné ma vie. Je travaillais à temps partiel dans la fonction publique, donc on gagne pas grand-chose. Et j'ai jamais été indépendante. Donc j'ai demandé à mes filles,
me promettais moi d'une chose, c'est d'être indépendante, ne dépendez jamais d'un homme. Parce que moi, ça a toujours été une douleur. Par contre, je me suis vraiment épanouie en tant que maman. Quand j'ai eu ma première, c'était pour moi un immense bonheur de me découvrir maman, de découvrir ce que c'est la maternité. J'ai adoré être enceinte, même si j'ai pas eu des grossesses faciles. Mais j'ai toujours ce regret-là, de me dire, mais si j'avais pas été maman, c'était pas la vision. En fait, moi, quand j'étais jeune, je voulais pas être maman en plus. Je voulais. Non, mais Delphine, on entend la joie que ça vous a apporté et on entend la frustration de ne pas avoir pu être plus indépendante, etc. Mais je peux vous assurer qu'on peut avoir un témoignage d'une femme qui, à l'inverse, n'aura pas eu d'enfant, aura eu la joie d'avoir été indépendante et aura la frustration de ne pas avoir pu être mère. Donc, vous voyez, je crois qu'encore une fois, peut-être c'est à vous justement de faire ce deuil de ces 30 ans où vous n'avez pas pu être peut-être plus libre, plus indépendante, parce que de toute façon enfin ce choix que vous avez fait d'élever vos enfants, vous l'avez fait pleinement et vous en avez récolté les fruits, non? Écoutez, je vais vous dire, moi j'ai divorcé quand mon aîné avait 17 ans. Oui. Je me suis pris une sacrée claque devant la juge parce que à l'époque, elle était partie. Ma fille aînée était plus du côté de son papa, donc on m'a même reproché que moi je travaillais pas, ou je travaillais à temps partiel. C'était comme si je travaillais pas. Voilà, que c'était c'était un peu dur quand même, de la part d'enfants. Oui, mais attendez. Dur, hein. Je suis d'accord parce que quelque part on pourrait dire que votre conjoint finalement a appris de vous ce qu'il avait besoin et puis il vous abandonne une fois qu'il a plus besoin. Donc j'entends bien là. Et je pense que c'est peut-être cette colère là qu'il faut arriver à digérer. Hugues, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Delphine? Je crois qu'en effet, Delphine, vous avez été culpabilisée par le juge et je crois que la douleur, elle est surtout là parce que vous savez au fond de vous, me semble-t-il, c'est vous qui pouvez confirmer ou pas, que ce choix que vous avez fait, il était juste parce qu'il fallait s'occuper de ses filles et que c'était pas du tout un mauvais choix que de dire financièrement, il y en a un qui gagne sa vie et l'autre il s'occupe de l'amour, vous vous occupez de l'amour et c'était une juste répartition qui me paraît tout à fait recevable des choses. Après qu'il y ait eu une blessure et par la culpabilisation par la juge, ça je l'entends bien. Et moi, ce qui me venait en vous entendant, j'allais dire, mais l'indépendance, c'est quoi? La vraie indépendance, c'est quoi? Et soyez-le maintenant indépendante. Et plutôt dans la partie, encore une fois, je reviens sur ce sujet, mais non pas tellement financièrement, mais dans la partie créatrice, dans ce qui appartient qu'à vous. Vous êtes consacré à l'essentiel avec vos filles, consacrez-vous à l'essentiel à qui vous attend maintenant. Retrouvez-le au fond de vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et allez dans cette direction, et là, vous serez inatteignable. Et même si vous, au point de vue argent, je ne sais pas trop où vous en êtes, si vous avez besoin de plus ou pas, je ne sais pas, ça c'est pas le sujet, mais soyez indépendante. Soyez indépendante en vous rencontrant vous-même dans votre essence essentielle et en faisant ce qui vous paraît juste à vous. Et en laissant de côté, ou bien en soignant cette culpabilité qui est vraiment une très mauvaise conseillère. Écoutez, c'est fou ce que vous dites, Hugues, parce que moi j'ai refait ma vie. Et par contre, mon deuxième mari, me dit toujours que je suis très indépendante parce que je ne travaille pas, ou j'ai travaillé, j'ai fait des missions, mais j'ai fait des choses que j'avais envie. J'ai fait un peu de radio comme vous, Brigitte. J'ai été conseillère municipale. J'étais adjointe au niveau des écoles. Je me consacre beaucoup aussi dans des associations au niveau des animaux. On est parti vivre à l'étranger avec mon mari. Là, pareil, j'ai su créer des liens avec d'autres personnes de tout horizon. Et pourtant, je parlais pas l'anglais. Donc je parle l'anglais ch'ti, je parle l'anglais italien parce que je parle avec les mains et je me suis débrouillée. Mais c'est vrai que j'ai eu cette période où j'ai été maman et après la vie a fait que suite à mon divorce, ma séparation et ma reconstruction avec une nouvelle vie avec mon nouveau mari, j'ai pu vivre un peu pour moi. Bon, j'ai pas gagné ma vie, c'est vrai que l'aspect financier je l'ai pas eu, mais je manque de rien. Mon mari gagne sa vie pour nous deux, donc c'est très bien. Et j'ai eu cette indépendance qui m'a manqué, où je voyais ma vie qu'à travers mes enfants. Et là, j'ai pu voir ma vie aussi à travers moi et à travers les autres. Ne plus avoir ce côté
tout freiné par. Oui, mais Delphine, sincèrement, trois enfants, dont 2 assez rapprochés, puisque 20 et 25 ans aujourd'hui, ça fait 5 ans d'écart. Hein, c'est très très prenant. Plus, j'ai bien compris, vous occupiez de la maison, vous occupiez du mari. Enfin, et vous avez voulu faire les choses bien, à fond. Vous avez fait ce choix-là. Vous savez, regretter des choix qu'on a fait, ça n'avance à rien. Je crois qu'au contraire, ce serait intéressant. Je pense qu'il y a aussi l'éducation qu'on a, Brigitte. Moi, ma maman était mère au foyer, on avait 4 enfants. Moi, je suis née de 4 enfants. À l'époque, du côté, à l'époque, la femme ne travaillait pas, elle élevait ses enfants. Donc moi, j'avais ce schéma-là. Je suis d'accord, Delphine. J'ai travaillé à temps partiel, donc et quand ça n'allait plus avec mon premier mari, ma mère c'était mais écoute, tant pis, tu dois rester avec ton mari, faut te sacrifier pour tes enfants. Et je pense que l'éducation qu'on nous donne. Mais Delphine, je ne cesse de répéter qu'il ne faut pas rester accroché à ses croyances ou à son éducation. Donc vous prêchez une convaincue, hein. Mais en même temps, vous n'aviez pas le choix parce que vous étiez très 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 imprégné de cette culture-là. Donc vous avez fait ce que vous avez pu. C'est ça. Ouais. Vous voyez, et je crois que c'est vraiment important d'être en paix avec vous-même et avec ce choix que vous avez fait, même si c'est pas ce que vous avez envie que vos filles fassent. Mais attention, ne leur donnez pas non plus l'injonction contraire. Elles feront ce qu'elles ont envie. Ah oui, moi je dis faites votre vie. Moi, le plus important, c'est qu'elles soient équilibrées, qu'elles ont la santé, qu'elles soient heureuses. Après, c'est leur vie, elles ont à faire leur chemin. Moi, je serai là pour les épauler, les écouter, les aider, mais c'est leur propre chemin à faire elles-mêmes, quoi. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je trouve que Ukraine Delphine, elle sait quand même assez bien ce qu'elle veut, puisque regardez aujourd'hui, elle a trouvé un autre compagnon qui satisfait ses besoins matériels, et elle peut encore une fois se consacrer avec amour à des choses qui sont importantes pour elle. Ça a été ses enfants, maintenant c'est d'autres personnes. Finalement, c'est assez cohérent votre parcours, vous savez, Delphine, vu de l'extérieur, même si il y a quelque chose qui vous tracasse un peu. Ukraine, je vous laisse conclure. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a une grande cohérence, c'est-à-dire que Delphine, là, pour moi, vous êtes justement sur la rampe de lancement de la suite, c'est-à-dire, alors je sais pas bien ce que vous avez fait en radio, mais conseillère, j'ai compris adjointe, tournée vers les animaux. Il y a quelque chose qui n'est plus simplement tourné vers vous, mais qui est que tourné vers vous. Et ce que vous pouvez exprimer au monde, d'attention au monde, quelle que soit la façon dont vous le faites. Et donc je pense que plus vous allez laisser cette blessure sur la culpabilisation de côté, plus vous allez aller vers ce qui vous porte et vers cette attention que vous avez aux autres, aux animaux, etc., plus vous allez vous réaliser. Et voilà, et laissez ces valises par terre, et puis partez dans cette direction à fond. Et votre mari vous dit ça, actuellement, il vous dit, mais tu es indépendante, je sens dans ce que vous avez entendu, j'entends entre les mots, vas-y, fonce, quoi. Ah oui, il est heureux de vous voir comme ça, semble-t-il. Enfin, je sais pas, c'est à vous de confirmer, oui. Hein. Lui, il me met jamais des barrières. Il me dit non, il me soutient pour tout ce que j'entreprends. Il dit que je les donne tout le temps, que je le fais rire, que malgré que je me suis battue. Hein, j'ai eu un divorce très difficile pendant 5 ans. J'ai fait partie d'une association qui aidait les mamans. Et dans ma peine, dans ma douleur, j'ai aidé aussi d'autres mamans pour qu'elles prennent pas les mauvaises décisions au niveau de la justice, et puis qu'elles ne lâchent rien. C'est difficile de vivre un divorce, une séparation. Difficile, c'est les enfants oui, bien sûr, Delphine. Et encore une fois, c'était assez injuste, mais c'est la vie aussi, et on en fait des forces. Et visiblement, vous avez su en faire. Je dis toujours, dans le négatif, on en ressort toujours du positif. Exactement. Merci Delphine. Toujours. Merci Brigitte, merci Hugues. On fait une petite pause, on retrouve Alexia dans un instant. Vous pouvez vous aussi réagir sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. Démarrez votre... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Ukraine, spécialiste des traitements de l'infertilité. On évoque le fait d'avoir ou de ne pas avoir un enfant, et ça n'étonnera personne. On voit bien, grâce aux témoignages que nous avons depuis 14 heures, à quel point cela a des répercussions sur la vie des femmes. Mais bon, je crois que on le sait depuis longtemps, et peut-être qu'on ne leur dit pas assez, bien qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qu'on entend un peu. Alexia, bonjour, merci de prendre la parole.
Bonjour Luc, bonjour Brigitte. Alors moi j'ai pas eu d'enfant. Mais c'est pas un choix, hein, si j'ai bien compris. C'est pas tout à fait un choix consenti. C'est un choix qui s'est un peu imposé à moi. En fait, quand j'ai rencontré mon ex-mari, c'est pas un sujet qu'on avait abordé, le fait de savoir si on voudrait des enfants ou pas. Au début, moi, j'en voulais pas. En fait, lui, on voulait tout de suite. Le sujet, c'est que lui en voulait tout de suite et moi, j'en voulais pas tout de suite parce que je m'étais occupée de mon frère. Ma mère était décédée très tôt et j'avais envie de profiter. Et quand moi j'ai été prête, lui ne l'était plus. Alors je sais pas si c'était parce que je l'ai un peu mis au centre du couple et qu'il est devenu un peu l'enfant du couple. Et donc après à ce moment-là, il voulait plus d'enfants. Donc on a fini par en discuter et en fait par amour pour lui, parce que je me voyais pas me séparer pour me mettre avec quelqu'un d'autre et avoir un enfant, parce que c'était lui que j'aimais, j'ai accepté de pas avoir d'enfant. Oui. Et en fait, comme j'avais un côté très maternant, j'ai continué à le mettre au centre du couple. Et comme on a déménagé à plusieurs reprises pour son travail, c'est vrai que moi j'arrivais toujours à retrouver un travail, mais j'ai pas pu m'épanouir vraiment. Alors j'arrivais à m'épanouir dans un travail, mais pas sur le long terme. Pas avoir un plan de carrière comme lui pouvait le faire ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai entendu quelque chose de très très dur quand on s'est séparés, parce que la personne qu'il avait rencontrée a des enfants et des préados, on va dire, et il m'a dit, je me suis rendu compte que j'aurais pu être un bon père. Donc pour moi, c'était extrêmement violent qu'il me dise ça, parce que dire ça à la personne à qui on a refusé d'en faire, c'était pas très sympa. Et en même temps, à cette époque-là, je me suis dit, au final, c'est pas plus mal que j'en ai pas eu, qu'on n'en ait pas eu, parce que j'aurais pas aimé, même s'il y a plein d'enfants de parents divorcés et que ça peut très bien se passer, mais c'était pas mon schéma en fait. Et mon beau-père m'a dit un jour quelque chose après qu'on se soit séparés qui m'a choquée, et je lui ai dit, mais je peux pas faire ça. Enfin, je n'aurais pas pu faire ça. Il m'a dit, t'aurais dû lui faire un enfant dans le dos. Et c'est vrai que c'était une génération dans laquelle ça se faisait. C'était des choses qui se faisaient. Ça se fait toujours. Hein, et ça se fait toujours, oui, voilà. Mais bon, à l'époque, c'est vrai que ça se faisait aussi. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Pour moi, comme vous disiez tout à l'heure, un enfant, ça se fait à deux. C'est un choix à deux. Et même si je pense que ça se serait bien passé au final, je ne voulais pas faire un enfant dans ces conditions-là. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'on a vécu d'une manière égoïste parce que on était centré sur nous. Et qu'au final, maintenant, je suis moins centrée sur le couple parce que j'ai une relation qui est plus équilibrée, qui est moins voilà. Et c'est maintenant que j'arrive à faire des choses pour moi et à développer des choses davantage pour moi, et donc j'ai l'impression d'aimer moins profondément mon conjoint, mais en fait de l'aimer mieux. Parce que je suis dans une relation plus équilibrée et que un enfant ou des enfants ne me manquent pas. Alors sûrement parce que je l'ai pas connu. Ça me manque pas, je le vis complètement sereinement. Dans la vie avec mon ex-conjoint, on a toujours été décalés au niveau des fréquentations parce que les gens qui avaient nos âges avaient des enfants. Donc forcément on sortait moins ou avaient pas les mêmes centres d'intérêt que nous parce que eux ils étaient en plein dans les pitchounes, les biberons, les couches, etc. et nous pas du tout. Donc on avait des amis plus âgés. Et en fait, je me retrouve aujourd'hui davantage calée sur des gens de mon âge parce que effectivement il n'y a plus cette histoire d'enfant au milieu. Et maintenant, je vis égoïstement toujours, si on peut appeler ça égoïste, mais plus pour moi, davantage pour moi. Et c'est en faisant des choses qui me font plaisir, que je peux me permettre de faire, que je m'épanouis.
Mais vous regrettez finalement de ne pas en avoir eu, ou est-ce qu'au fond ça... Non, c'est pas un regret. D'accord. C'est pas un regret. C'est ça l'essentiel. Voilà, et typiquement mon amie a une fille, on court pas après le fait qu'elle ait quelqu'un, qu'elle fasse un pitchoun pour être grand-parent, etc. C'est pas, je sais que je serai peut-être grand-mère entre guillemets un jour, mais on court pas après ça. On est plus dans le fait, je suis plus dans le fait de profiter et puis de pas avoir. En fait, j'ai pas cette charge mentale. Oui, j'entends bien. Mais vous savez, Alexia, je voulais juste vous dire, se consacrer beaucoup à son homme dans les premiers temps, c'est une chose qu'on entend souvent chez les femmes, peut-être plus que chez les hommes, parce que il y a encore une fois ce poids de la culture. Une femme va suivre, va accepter de déménager parce que son conjoint a une promotion quelque part. Enfin, c'est encore un peu marqué par la culture. Hugraine, qu'est-ce que vous voulez dire à Alexia? Oui, moi, ce que je vais lui proposer, c'est vraiment voir si ça résonne ou pas, parce que je sais, c'est à elle de voir. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que elle avait s'était occupée d'un frère plus jeune, et que du coup, elle avait été un peu mère à travers cette expérience, et que du coup, cette façon d'aimer, elle l'avait un peu transposée, si je puis me permettre, sur le premier couple, et que du coup, il y a quelque chose qui était. Vous avez dit, Alexia, j'étais maternante avec mon mari, donc. Je me suis dit voilà, il y a quelque chose qui avait, et je le comprends complètement, il n'y a aucune critique de ma part, mon Dieu, surtout pas, mais du coup il y a quelque chose qui était, vous avez dit tout à l'heure, je suis plus équilibré dans mon amour, donc c'est bien que l'autre n'était pas aussi équilibré que ça. Donc cette fonction maternante, elle a un peu diminué, carrément dans le couple suivant, et avec un amour plus équilibré, et je crois qu'il est plus juste, vous l'avez dit d'ailleurs, j'aime mieux, vous avez dit, et je trouve ça magnifique, et quand j'entends que vous êtes plus tourné vers vous, je pense que vous n'êtes pas tourné vers vous, vous êtes moins tourné vers l'autre, et donc plus présente à vous, parce que j'ai peur que dans tourner vers vous, on entende quelque chose qui soit de l'ordre de plus d'égoïsme. Je ne sens pas l'égoïsme, même si vous avez utilisé ce mot-là. Je pense que c'est plus quelque chose qui est en lien avec soi-même et qui, sur cette base de lien avec soi-même profond, peut se tourner vers l'autre et faire d'autres choses maintenant, dans l'avenir, j'en sais rien. Mais moi, j'ai un peu entendu votre parcours de vie un peu comme ça. Voilà. Très juste. Par contre, je vais rajouter une chose, c'est que je pense que ça vous honore énormément de ne pas avoir voulu faire un enfant sans un désir commun. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement honorable. Voilà. Parce que de temps en temps, comme disait Brigitte, ça existe encore de faire un enfant dans le dos. Je trouve ça absolument monstrueux. Mais bon, c'est comme ça. Je peux le comprendre aussi. Mais je trouve que c'est, voilà. Ce sentiment et cette position vous honorent pour moi. Merci. Pour moi, c'était naturel. J'aurais pas pu. Oui, vous avez une éthique. Oui, et puis d'une certaine manière, j'aurais eu ça sur ma conscience toute ma vie, et ça m'aurait privé. D'une certaine manière, c'est comme si j'avais préféré me priver de tout plutôt que de me priver de cette joie de le décider ensemble. Merci beaucoup Alexia de votre témoignage, et puis on voit bien comment de toute façon notre enfance qu'on traverse va avoir des influences sur notre vie amoureuse par la suite. On se fait une petite pause, Hugraine, et on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler de jouissance avec un petit test pour savoir si vous êtes apte à la jouissance. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Là, vous adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Hugraine, ce Love Conseil, c'est une manière d'évaluer sa capacité à avoir de la jouissance. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent un ou une partenaire d'ailleurs penser que si ça va pas très bien, si le plaisir n'est pas toujours au rendez-vous, c'est l'autre qui est la cause de leur malheur. Donc je vous propose un petit bilan sur votre capacité à avoir du plaisir. Alors premièrement, est-ce que vous pensez que vous devez accepter ce que veut votre partenaire, voire même subir, plutôt que de réclamer ce que vous aimez? Deuxièmement, est-ce que le plaisir de votre partenaire passe toujours avant le vôtre? Troisièmement, est-ce que vous avez un petit peu de honte parfois ou de culpabilité quand vous pensez à des choses que vous aimeriez faire sexuellement?
Ensuite, est-ce que vous avez quelques fantasmes? Est-ce que vous avez de temps en temps une pulsion comme ça qui vous envahit? Est-ce que vous avez du mal à communiquer sur les choses qui parlent de sexualité? Est-ce que c'est difficile pour vous d'envisager de faire l'amour autrement que ce que vous faites tout le temps? Alors vous avez compris que si vous répondez oui à une ou deux de ces questions que je viens de vous poser, eh bien ça prouve forcément qu'il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu dans votre capacité à avoir de la jouissance, et que donc il faut un peu lever ces inhibitions, parce que la sexualité, plus que tout autre plaisir, c'est un endroit où il faut oser avoir peur, se faire peur, ne pas être exactement comme on croit qu'il faut être, sinon on passe à côté de sa sexualité, qui est toujours un petit peu dérangeante, finalement, la sexualité. Ugraine, je vois que vous hochez la tête, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, complètement, j'aime bien me faire peur. Mais oui, mais c'est pas si simple de se faire peur sexuellement. Non, c'est pas si simple, oui, tout à fait. C'est facile à dire, comme ça, à la radio. Oui, c'est facile à dire à la radio. Non, mais c'est vraiment important, parce que on est souvent dans sa sexualité un petit peu trop, je vais pas dire coincé, mais un petit peu trop dans ce qu'on a l'habitude de faire, et dans sa zone de confort, en quelque sorte. Sylvie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Merci de témoigner. Vous non plus, vous n'avez pas eu d'enfant, c'est bien ça? Je n'ai pas eu d'enfant, j'ai 69 ans, je voulais 4 enfants. J'en voulais 4, c'était pour moi une évidence, quand on s'aime on a des enfants. J'ai commencé en faisant des études. J'avais été aidée par une mère vraiment d'avant-garde, puisqu'elle aurait 103 ans, mais elle m'a toujours dit tu dois choisir de les avoir. Si j'avais tous les enfants dont j'étais enceinte, j'aurais un jardin d'enfants, donc c'était quand même quelqu'un de très d'avant-garde. À 13 ans, elle m'a proposé la pilule, donc c'était assez étonnant. Le fait est que mon premier compagnon faisait nos études, mon second, qui est devenu mon mari, n'en voulait pas, et je me suis dit c'est pas possible. Bon, quand on s'est mis ensemble, je l'admirais tellement, j'ai dit taratata, si tu m'aimes, on va avoir des enfants. Mais je savais qu'on gagne pas à tous les coups, parce que j'ai une sœur qui est née, qui a un fils autiste, et l'enfant différent, l'accueil d'un enfant différent, j'aurais préféré être à 2, quoi. Je veux dire, pour moi c'était impensable de faire un enfant toute seule. L'idée c'était élève un enfant avec moi, et lui c'était pas du tout son trip. Il avait une fille d'une première union, et voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à passer les 30 ans, le cap, le temps qui a passé, de voir des copines enceintes, on voit des poussettes partout, c'est extrêmement difficile. Et puis je l'aimais beaucoup. Après j'avais peut-être envie d'être victime, ça c'est encore un autre débat. Et finalement, j'ai pas eu d'enfant, et je me suis séparée, et j'ai fait une formation en parallèle de mon job, assistante maternelle. Je me suis occupée de petits, et quand j'ai été ménopausée, j'ai eu l'impression d'être comme les autres. Et c'est en ça que je voulais témoigner. Je regrette absolument pas de pas en avoir eu. C'est la vie. J'ai eu un autre compagnon avec encore un fils. Enfin bon, et j'ai eu des beaux enfants en quelque sorte. Mais j'ai eu l'impression de devenir comme toutes les autres femmes. Le jour où j'ai été ménopausée, j'ai trouvé une grande joie dans la ménopause. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de témoignage, mais j'ai eu l'impression d'être comme les autres. C'est drôle, parce que en effet votre témoignage est assez récent. J'ai pas souvenir d'avoir eu un témoignage qui dit que j'ai pas eu d'enfant, mais quand j'ai eu ma ménopause, je me suis sentie comme les autres. Mais j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que vous n'avez pas réellement souffert de ne pas avoir eu d'enfant, mais vous avez souffert des comparaisons et des autres femmes qui, elles, avaient des enfants, et qui, quelque part, il faut quand même le dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Ugraine, mais je vous donne la parole dans un instant. Il faut quand même le dire, pour les femmes, c'est quand même des trophées, leurs enfants. C'est-à-dire que elles ont fait des enfants. C'est une sorte de trophée. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, Ugraine.
Oui, très souvent c'est ça. Et puis je crois qu'en effet, pour Sylvie, c'est difficile d'être en lien avec des gens qui n'ont pas du tout la même vie, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'enfants et puis autour d'elle, elle dit bien, hein, c'était un peu douloureux de voir toutes ces poussettes, ces femmes enceintes, ces grossesses, ces petits. Et du coup, ça rend le lien difficile parce qu'on n'a pas les mêmes sujets de conversation, donc on se sent un peu exclu. Et là, avec la ménopause, on rejoint un groupe qui est plus homogène, on va dire, qui sont plus sur la suite. Alors, avec ou sans enfants, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? Et c'est tout le thème de cette émission, justement. Et puis, je crois avoir entendu, sauf erreur de ma part, Sylvie, que vous disiez j'ai eu de beaux enfants, c'est-à-dire à travers les petits dont vous étiez assistante maternelle, à travers les petits dont vous êtes occupée, on a le sentiment quand même que votre côté maternel s'est exprimé. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sentir cet élan maternel au-delà du génétique, au-delà de mes petites cellules à moi, quelque chose qui s'ouvre sur l'extérieur de façon plus large. Mais je ne sais pas si vous partagez ce que j'ai entendu. Oui. J'ai effectivement. Alors, je l'ai fait en parallèle de mon boulot. J'étais profession libérale et je l'ai fait en parallèle sur le week-end. Donc, j'avais un agrément pour plus de 3 ans, mais c'était un grand bonheur. Ça, et puis j'ai fait aussi des scouts. Je me suis occupée d'une petite section de scouts et puis j'avais mes copines qui passaient leurs gosses à garder. Ils prenaient des petits week-ends ensemble et moi je disais toujours j'adore la chair fraîche et ils vont tellement bien dans mon intérieur. Donc tout le monde rigolait et c'est vrai que je crois que la vie vous fait des cadeaux. Hein, il faut pas. C'est comme ça. J'ai pas eu d'enfants et je suis pas dramatiquement déprimée. Hein, je me dis que on est là et c'est en bonne santé ou presque. Et où on le croit et puis voilà. Et puis Sylvie, je crois qu'on peut dire une chose. Il est évident que lorsqu'on a eu des enfants et qu'on a une superbe entente avec eux, c'est extraordinaire parce que ça permet de vieillir en compagnie de ses enfants. Il y a une sorte comme ça de transmission qui se fait naturellement. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de gens qui ont des enfants avec qui ils sont fâchés. C'est généralement les enfants qui sont fâchés avec leurs parents et parfois pour des raisons qui sont tout à fait incompréhensibles parce que ça n'a pas été ce ne sont pas de mauvais parents. Donc c'est pas non plus toujours aussi idyllique que ça les relations parents-enfants. Donc voilà, c'est peut-être bien aussi de le signaler, non, Hugues, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à penser que avoir des enfants c'est une sorte de sécurité pour l'avenir. Oui, tout à fait, je partage complètement. Et je pensais à quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que vous dites, mais qui est un peu dans la même veine, c'est que donc moi j'avais une mère qui était très défaillante dans mon enfance, et c'est une autre femme qui s'occupait de nous. On est surpris. On est surpris par rapport à vos choix et votre parcours, hein, Hugues. C'était c'est vrai. Hein. Mais du coup, j'ai toujours considéré cette femme qui s'est occupée de moi, vraiment dans ma petite enfance et mon enfance, comme une mère. Et moi, j'ai eu 2 mères, moi. Et celle qui est pas ma mère biologique, est pour moi dans mon cœur une place très très importante parce que c'est elle qui m'a tenu dans ses bras, c'est elle qui m'a un peu sauvé, quoi, autrement dit. Donc, c'est pas parce que c'est pas nos cellules que c'est pas notre mère, hein. Oui, d'ailleurs, on utilise plutôt, quand justement il y a eu des relations parents-enfants pas terribles, on va utiliser le terme de géniteur, génitrice pour celui qui est donc le parent biologique, et on va utiliser le terme de parent pour celui qui est le parent d'adoption. Hein. Donc on voit bien que les choses ne sont pas aussi blanches ou noires, n'est-ce pas, Sylvie ? Oui. J'irai pas jusque-là dans mon cas. Hein. Je considère pas ma mère biologique comme génitrice. Mais c'est vrai que la vision idyllique de la famille avec les enfants est paraît de plus en plus compliquée. Bon, ça a toujours été le schisme. Oui, bien sûr. Tout à fait. Eh ben, merci de votre témoignage. Sylvie, oui, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose ? Moi personnellement, non. Merci de l'émission et merci de m'avoir donné la parole. Et surtout, mon message, c'est ne faites pas d'enfant dans le dos. Un enfant, c'est un cadeau du ciel et il faut que ce soit voulu à 2 ou en tout cas voulu. C'est mieux. C'est mieux.
Oui, bien sûr. Et encore une fois, il y a des accidents et on n'est pas en train de juger, hein, bien sûr. Mais tant qu'à faire, oui. En même temps, je repense à ce que disait Alexia sur son compagnon. Je crois que c'est important aussi de dire qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui, comme ça, a priori, ne veulent pas d'enfants. Et qui sont les premiers à craquer quand l'enfant est là. Donc peut-être qu'il faut arriver à communiquer avec plus d'ouverture, non, Hugues? Oui, bien sûr, parce que quelquefois il y a un blocage, mais il faut quand même avoir un accord, quoi. On peut pas passer sans qu'il y ait quelque chose qui dise plus ou moins oui, mais qui dise oui quand même, quoi. Avec des peurs, mais qui disent oui. Autrement, c'est un irrespect quand même de l'autre. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que si un homme dit non, je ne veux pas d'enfant, ça mérite d'être un petit peu creusé, d'être un petit peu et qu'il explique un petit peu quelles sont les vraies raisons qui lui font dire non, parce que parfois c'est des raisons qui sont des choses qu'il n'a pas réglées dans son propre parcours, hein, bien sûr. C'est juste bien sûr, Brigitte, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Bon, tout à fait d'accord. On est toujours d'accord, de toute façon, Hugues. Oui, c'est vrai. Merci, merci Sylvie. On va conclure dans un instant avec Leslie justement, et je vous propose aussi de réagir, hein, si vous avez encore envie. Il vous reste un tout petit peu de temps. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Radio. Hugues Rennes est avec nous. Je rappelle que c'est vous qui avez choisi ce choix de permettre aux femmes qui n'ont pas pu procréer de se créer. C'est votre choix pour l'émission d'aujourd'hui et nous avons eu beaucoup de jolis témoignages et je remercie toutes ces femmes qui ont témoigné, comme Leslie qui est avec nous et que je remercie de participer. Bonjour Leslie. Bonjour Brigitte et bonjour Hugues. Donc, je suis très heureuse de témoigner dans votre émission parce que je trouve que votre émission, heureusement que vous êtes là, parce que ça aide beaucoup de personnes pour tous les sujets, vraiment, c'est super. Et moi, en fait, j'ai choisi de témoigner parce que j'ai 46 ans. Et puis j'ai jamais voulu, j'ai pas d'enfant et ça ne me manque pas. Alors ça va paraître un petit peu cruel pour certaines qui peuvent écouter, mais voilà, j'ai jamais eu ce besoin de materner, d'être enceinte, et puis je m'inquiète pas non plus pour mon avenir quand je serai plus vieille. Voilà, je suis très entourée de ma famille, de mes amis, et puis j'ai suivi mon chemin tout simplement, quoi. Enfin, voilà. Je suis indépendante, assumée, je le vis très bien. Je n'ai pas de regrets et puis ça n'a pas été un combat de me dire non, j'en veux pas parce que le monde va mal, parce que non, je pense que c'est quelque chose de plus profond. C'est assez subjectif. Voilà, donc je souhaitais rassurer certaines qui sont rattrapées aussi par la société, les parents qui me disent mais pourquoi tu n'as pas d'enfant, mais comment ça se fait, tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça. Non, pas du tout. Vous avez fait ce choix à un moment donné précis ou bien ça s'est fait tout naturellement parce que justement votre vie était suffisamment remplie, si je puis dire. Donc qu'est-ce que vous diriez? Oui, effectivement, moi j'ai fait du sport haut niveau pendant très longtemps. Oui. Ensuite, et puis j'ai jamais ressenti le besoin d'être enceinte en fait. C'est bizarre, hein. Pourtant j'ai eu des partenaires qui avaient des enfants petits, mais j'ai jamais été la belle-mère méchante entre guillemets ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours assumé le rôle que j'avais et les choix que j'ai faits. Ça s'est toujours très bien passé avec les enfants en plus, mais j'avais toujours ce rôle un petit peu pas de maman, mais de bonne copine, on va dire plutôt. Donc c'est intéressant ce que vous venez de dire. Je rebondis quand même parce que vous dites j'ai jamais été la belle-mère méchante, comme si les femmes qui ne veulent pas d'enfants seraient des marâtres. Hein, Hugues Rennes, c'est étonnant ce que nous dit Leslie, non? Exactement. C'est étonnant, mais en même temps, ça dit bien les choses, quoi. Ça dit qu'il y a une autre possibilité entre avoir un enfant à soi et puis quelque chose qui est quand même capable de s'occuper d'enfants et voilà, avec un autre niveau d'ailleurs de relation. C'est chouette, ouais. Ouais, mais c'est vrai que par exemple, mon ancien compagnon me disait, mais
suis la belle-mère de tes enfants. Elle me dit non, t'es pas la belle-mère, t'es pas la. Mais je dis mais pourquoi c'est un nom, on a un nom, on est une belle-mère. Je suis une belle-mère. Moi, je suis contre tout, c'est vrai, tout ce qu'on met derrière certains mots. Et je vous rejoins là-dessus quand vous avez rebondi sur la belle-mère méchante. Non, moi j'ai toujours respecté le passé de mon conjoint. Les enfants sont là, ils n'y peuvent rien. Et puis, moi, j'ai essayé de faire au mieux dans le rôle que j'avais, quoi. Voilà. Donc, je voulais dire que toutes les femmes assument leur choix sans. C'est même pas un choix, c'est ma vie a été faite comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien et je ne regrette pas. Je sais que dans quelques années, je serai à la ménopause et puis là, je me dirais, j'espère que je le vivrai bien déjà, mais j'espère que j'aurai pas un contre-coup. Je ne sais pas ce qui peut se passer. La vie, non, je pense que vous l'avez. Enfin, je veux dire, vous semblez avoir fait ces choix-là assez lucidement, et puis, de toute façon, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une assurance vie garantie, hein, le fait d'avoir eu des enfants. L'important, c'est que vous soyez bien épanoui. Mais je crois que on l'entend, hein, notamment chez les artistes, chez les grandes sportives, il y a souvent justement cette création de intérieure, hein, que ce soit un sport ou un art, finalement, où on se crée, et donc le besoin de procréer est souvent moins fort, hein. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a remarqué. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je me pose la question en discutant comme ça avec mes copines, où je me dis pourquoi moi j'ai pas cette sensation d'avoir besoin d'être enceinte, quoi. J'ai des copines qui me disaient mais c'est génial d'être enceinte, t'as les hormones et tout. Je dis voilà. Ce qui m'a fait poser des questions dans mon histoire, c'est mon père à un moment donné qui m'a dit mais pourquoi t'as pas d'enfant, il faut une trace, il faut une hérédité. Et puis là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire mais mince, là oui, ça m'a un peu rattrapé, mais à un moment donné, je me suis dit, à un certain moment, mais attends, c'est ta vie, c'est pas la vie de ton père, hein, c'est ta vie. Et c'est là qu'il faut savoir cerner deux choses différentes, hein, je pense. Vous savez, Leslie, on n'en a pas parlé, mais je pense, Ugraine, qu'il serait bien de dire juste un petit mot, puisqu'on est en fin d'émission. Il est certain que le désir d'enfant, particulièrement chez les femmes, mais également chez les hommes, joue beaucoup par rapport à la transgénérationnelle, au transgénérationnel. Et c'est vrai que ça fait partie justement de ce rôle qu'on a dans une famille, de ne pas de couper, si je puis dire, la transmission, c'est pas anodin. Ugraine ? Oui, tout à fait. Et puis je trouve que Leslie, elle a une grande maturité dans des choix qui sont assumés, qui sont différents des choix habituels. Enfin, semble-t-il, des gens qui étaient autour d'elle. Et du coup, ça crée un parcours de vie particulier et qui est très très apte à la création, justement. C'est-à-dire, je sais pas si je peux me permettre, je vous dirais, mais continuez et cherchez au fond de vous qu'est-ce qui va dynamiser la suite, et il n'y aura pas de mauvaise surprise à la ménopause, et jamais. On sent bien que vous avez une conviction intérieure. Continuez avec cette conviction et elle va vous conduire à une vie qui va être créatrice, quoi. Qu'il est déjà sûrement, mais qui va être encore plus. Leslie, ce qu'il y a chez vous, on le sent bien, c'est cet élan vital. Donc voilà, vous êtes en vie et vous avez bien l'intention d'en profiter. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ma vie, il y a eu des moments, des moments difficiles, des moments, mais je remercie même ces moments difficiles qui m'ont, ma vie a été un terrain de jeu aussi, parce que je me suis beaucoup amusée, beaucoup éclatée, par rapport à un traumatisme aussi que j'ai eu. Je sais pas, j'ai eu un gros traumatisme petite et ça m'a, ça fait plus de 20 ans que je suis en analyse aussi, mais vraiment, c'est, je pense que j'ai cet élan de vie. Je suis contente que vous ayez pu ça me fait du bien de l'entendre par vous. En plus, ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, j'espère pouvoir le donner, le transmettre par ces 10 minutes de communication avec vous dans votre émission, que je puisse le transmettre à des gens qui écoutent. Et puis, il faut, j'essaie de vous transmettre moi ce qu'il y a au fond de moi, et des fois je me dis c'est bizarre quand même que j'ai pas eu ce besoin d'être enceinte, ou de ce besoin là. Bon, c'est comme ça.
Mais peut-être, c'est une interprétation, hein, vous en prendrez ce que vous en voulez, Leslie. Oui. Mais peut-être que vous avez dû vous mettre au monde après ce grand traumatisme que vous avez traversé quand vous étiez enfant et que ça a suffi pour procréer. Hein. Oui, d'accord. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, effectivement. Effectivement, ça vient peut-être de là. Mais je sais pas, c'est vous qui avez la réponse. C'est toujours, Ugren, c'est toujours celui qui écoute qui a la réponse, c'est pas celui qui parle. Hein. ouais, tout à fait. Mais c'est très intéressant. Cet angle de vue est très intéressant, vraiment. Merci. Ben, je vous en prie. Moi, je voulais rajouter que si vous avez senti à travers les interventions, nos deux interventions, que cet élan qu'on reconnaît chez vous, cultivez-le, parce que c'est ça qui va vous faire une vie encore, qui va s'épanouir. Cultivez cet élan. Ouais, je compte continuer de le cultiver et de le faire passer. Voilà, et je vais juste conclure sur d'une manière un peu plus générale. On n'est pas égaux face à cet élan vital, et il est certain que lorsqu'on traverse des moments difficiles, plus notre élan vital est fort, plus on s'en sort bien. Et donc encore une fois, il faut avoir évidemment beaucoup d'indulgence pour ceux qui n'ont pas cette chance-là. Et avoir cette tolérance-là, mais je pense que bien sûr quand ça paraît aller de soi. Merci beaucoup, Leslie. Ugren, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre blog ugren.com. Rennes, ça s'écrit R-E-Y-N-E-S, et non pas comme une reine, parce que ce n'est pas un roi, Ugren. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent ? Écoutez, moi je suis vraiment très très heureux de cette émission parce que en fait j'ai entendu des très beaux témoignages. J'avais l'impression d'être parfois un peu seul à défendre cette idée de création, et là tout ce que j'ai entendu de ces témoignages, ça m'enthousiasme parce que c'est vraiment des femmes qui ont intégré ça dans une cellularité, dans tout leur être, et qui cheminent avec ça. Et donc je suis très heureux de cette émission avec vous, Brigitte. Eh bien, nous aussi, on était heureux de vous recevoir. À très bientôt. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan, et demain, on sera avec François Bourgognon qui va nous aider à prendre le temps de s'aimer. Je vous embrasse. À demain. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai.